Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver pour cette 7e saison du podcast de Parents Voyageurs. Un podcast, vous savez, dans lequel on part à la rencontre de familles qui voyagent, de familles qui s'expatrient, de familles qui sont nomades. On essaye d'aborder toutes les thématiques liées au voyage en famille, sous toutes ses formes, pour à la fois vous faire voyager depuis votre canapé, depuis votre cuisine, depuis votre voiture quand vous partez au travail, vous inspirer et qui sait vous donner peut-être de belles idées de projets à mener pour vous aussi. Je profite aussi de ce premier épisode pour vous souhaiter une très belle rentrée à toutes et tous, que ce soit de retour d'un long voyage comme nous, ou que ce soit sur les routes du monde, que ce soit dans un nouveau pays, que ce soit à la maison, peu importe. J'espère que tout se passe bien, que tout s'est bien passé là en ce début du mois de septembre, pour vous et pour les enfants. Dans ce premier épisode donc de la saison 7, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Justine et Romain, qui sont les parents d'un petit bonhomme qui a déjà vécu à quelques mois une très grande aventure à travers la France. Justine et Romain, après une désillusion professionnelle, ont profité d'une opportunité finalement, d'un timing qui s'est libéré pour partir marcher quelques mois en France sur la diagonale du vide. Ils ont marché environ 1700 km pendant 4 mois avec leur bébé qui n'avait que 3 mois au moment du départ. C'est une aventure incroyable, complètement hors norme, qu'ils nous racontent avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'authenticité, vraiment un immense partage de l'amour qu'ils ont reçu en chemin. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Justine et Romain. Bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Merci beaucoup d'être là, prêts à témoigner et à partager de votre formidable aventure. Bonjour Floriane. Bonjour Floriane et merci infiniment. On s'est fait une joie de discuter avec toi au sein de ton podcast. Bon, c'est génial, une joie partagée. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît, vous, votre famille, et puis un petit peu, en quelques mots, le projet dont on va parler aujourd'hui? Oui, alors on est une petite famille de 3 personnes. Romain a 32 ans, moi Justine j'ai 32 ans aussi, on est mariés et puis ensemble on a un petit garçon qui va sur ses 2 ans et qui s'appelle Homer. Un nom Voilà. prédestiné au voyage. Oui, on va dire ça. Non, c'est vrai qu'on aime beaucoup on aime beaucoup voyager, on aime beaucoup la randonnée. C'est une activité à laquelle en fait on s'adonne depuis le Covid en fait. Le confinement nous avait vraiment frustrés et on a eu le malheur de lire des livres. C'est très dangereux de lire des livres, de lire des livres qui nous ont donné envie de se mettre dehors et c'est pendant le Covid qu'on a eu cette révélation, entre guillemets, et qu'on s'est mis, dès qu'on a pu, dès que ça a été autorisé, euh, qu'on s'est mis en fait à bivouaquer et à randonner. Alors à randonner beaucoup en France, un peu aussi à l'étranger, et beaucoup de randonnées itinérantes en autonomie. Parce que voilà, on avait des vies qui étaient très chargées, et donc on cherchait en fait que ce soit dans la Nièvre, que ce soit en Savoie ou que ce soit en Arménie, en Kirghizie, la solitude, le grand air, et en fait, voilà, se retrouver. C'est comme ça qu'on en est venu un peu à la marche. D'accord, très bien, très bien. Et donc, moi, quand je pense un peu à randonnée, bon, moi, je suis un peu novice dans le secteur de la randonnée. De mon point de vue personnel, c'est un peu balade du dimanche, mais sinon, dans mon imaginaire, c'est quand même en montagne la randonnée. Est-ce que vous êtes des marcheurs tout-terrain ou plus montagne ou comme tu as parlé de la Nièvre, c'est pas trop montagneux? Je pense que pour le coup, la marche est une activité qu'on peut mettre en place partout, et c'est ça son grand avantage. Alors certes, il y a les montagnes, mais une des premières marches qu'on a pu faire, bah, c'était dans les steppes.
Donc là, on fait face à des paysages on ne peut plus désertiques, parfois extrêmement plats. Ouais. Donc il y a les montagnes, mais vraiment pas que. Et oui, encore une fois, c'est vraiment un grand avantage de cette activité. On peut la décliner partout, à toute heure, et ça nécessite qu'un tout petit peu de motivation et puis finalement une paire de chaussures. On a essayé de marcher sur l'eau, mais ça marche pas, hein, pour le Ah coup. non, pas Mais encore. non, non, tout milieu, mais pas sur l'eau. Mais non, non, comme le disait Justine, en effet, on a pu marcher à l'étranger, donc notamment en Arménie, en Kirghizie, dans des steppes. On a fait, c'était l'occasion pour nous de faire des ascensions un peu plus complexes. Mais on aime beaucoup aussi. On a surtout commencé en fait à marcher en France, et notamment à Fontainebleau. Nos premiers bivouacs, c'était dans la forêt de Fontainebleau, donc à 30 minutes de TER de Paris. Donc Ouais. c'est pas très loin, mais on était attaché, on est attaché justement on était attaché, on l'est toujours à découvrir les paysages incroyables que recèle la France, que recèle notre pays. Et donc en fait, on a eu l'occasion d'aller randonner, voilà, du côté du lac d'Annecy, alors par les cimes, mais aussi voilà dans le Quercy, dans l'Écosse, donc, et de voir un petit peu tout le relief, de voir comme ça des petits bouts du relief français. Le projet qui vous amène aujourd'hui, c'est cette itinérance dans la diagonale du vide. Je crois que vous n'aimez pas trop d'ailleurs cette dénomination. Mais donc, est-ce que vous pouvez juste nous décrire un peu les contours là, de ce projet un petit peu fou que vous avez Oui. mené à bien? Alors, c'est vrai que cette domination nous a toujours interrogés, parce que quand on prononce cette expression diagonale du vide, ça interpelle. On se dit, bon, vide, vide de quoi? Quand on se penche sur la géographie de cette expression, ça représente quand même un bon tiers du territoire français. Mhm. Donc, de là à dire qu'un tiers de la France est vide, ça pose déjà question. Et on trouvait que c'était une dénomination un petit peu méprisante, de considérer que tel endroit est le vide. Ça signifie aussi, par effet de contraste, qu'il y a d'autres endroits en France qui sont pleins. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, c'est une notion aussi qu'on trouvait très poétique. Le vide, aujourd'hui, on n'appelle plus la diagonale du vide diagonale du vide, on parle de diagonale à faible densité. Ok. On a basculé vraiment dans un côté un petit peu plus administratif, mais diagonale du vide, là dit comme ça, on trouve ça assez joli, assez poétique. Et on a voulu questionner ce vide. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette diagonale du vide et est-ce que cette diagonale du vide est vraiment vide? Et puis pour revenir un petit peu sur notre parcours, Romain et moi, on avait des vies assez traditionnelles jusqu'à il y a à peu près 2 ans. On travaillait à Paris depuis 7 ans. Et puis, à l'approche de mon accouchement, et même 2 semaines avant finalement que j'accouche, il y a un coup du sort qui nous est un peu tombé dessus. Et ce coup du sort nous a confrontés au vide professionnel, au vide social relatif. Et on s'est dit que c'était le moment, justement, pour questionner ce vide, pour traverser ce vide, pour conjurer le vide, en justement traversant la diagonale du vide pour conjurer le sort, quelque part. Et donc voilà pourquoi on est parti. Ok, donc ce coup du sort, comme tu le dis, bon, ça a touché vos situations professionnelles à tous les deux, c'est bien ça. Mais ce projet, du coup, parce que c'est un projet donc de marche qui vous a mené donc des Ardennes jusqu'au sud-ouest de la France, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le Pays Basque. Du coup, vous avez marché quand même plusieurs mois. Vous étiez peut-être au moment où vous avez vraiment pris la décision d'y aller, je ne sais pas si vous étiez encore parent, mais à quelques jours près peut-être. Ouais, en fait, bah, Justine était enceinte, elle était en pleine expansion quand ce coup du sort, en effet, nous est tombé dessus et ça a remis vraiment profondément en question nos vies. Et on s'est dit que c'était l'occasion, en effet, de quitter Paris et, et, et d'aller découvrir notre pays avec notre enfant à naître, parce qu'Omer n'était pas né encore, mais je dirais que le soir même où le couperet un peu s'est abattu sur nous,
on s'est regardé, on s'est dit, mais on va faire ce qu'on aime, on va faire ce qu'on aime pendant longtemps, puisqu'on a un peu, maintenant, du coup, finalement, on est, entre guillemets, libre, même si c'est pas Ouais. vraiment le terme, mais en tout cas, on n'a pas d'obligation à rester sur Paris, plus rien ne nous retient. Eh bien, faisons pendant quelques semaines, quelques mois, ce qu'on aime, lire, écrire, marcher, et faisons-le avec notre enfant à naître, donc, qui allait se révéler être un garçon qu'on allait appeler Homer. Et donc, en effet, nous sommes partis le 1er avril 2024 de Sedan. Ils nous ont marché 4 mois pour atteindre Saint-Jean-Pied-de-Port le 1er août 2024. Et c'était parce que j'entends que avant du coup, qui est finalement ce timing là qui se met en place, ce petit créneau, cette fenêtre qui s'ouvre, vous aviez déjà un petit peu des envies de quitter la région parisienne. C'était déjà une envie comme ça d'itinérance finalement, d'un voyage, ou alors vous pensiez peut-être à carrément déménager et reconstruire votre vie ailleurs en province. Je pense que ça faisait partie parfois des questionnements qu'on pouvait avoir au sein d'un dîner ou alors après un voyage qui nous nourrissait beaucoup. On se disait, ah, Mm. quand même, l'itinérance, le grand air, ces voyages, c'est des instants de respiration qui font qu'on se sent extrêmement bien. Et donc forcément, on en rêvait, mais en même temps, on était aussi très bien dans les situations professionnelles dans lesquelles on était. Alors c'est vrai qu'on avait un petit peu plus de mal avec la région parisienne, mais je pense qu'on se posait pas vraiment la question de reconversion, de possible reconversion, parce qu'encore une fois, on était bien là où on était. Ok. Je voulais juste ajouter un point sur l'itinérance. Ce qui a complètement changé avec cette itinérance-là, c'est qu'auparavant, on partait une semaine, 2 semaines, et que là, on n'avait pas de date de fin. On partait, on ne savait pas quand on allait rentrer. Et ce qui se passe et ce qui s'est passé pour nous avec ces longues itinérances, c'est que les bienfaits de la marche, les bienfaits de l'allègement se sont orchestrés au bout de 3 semaines, un mois de marche. Finalement, on avance, on se déleste au fur et à mesure, à la fois matériellement, évidemment, mais aussi intellectuellement, mentalement. Et donc, tous les bienfaits sont aussi arrivés avec cette longue itinérance. Du coup, c'est aller un cran plus loin que ce que vous aviez déjà expérimenté et ressenti Oui, sur une période juste de vacances, quoi. exactement, c'est Ouais, ça. ouais. Il y a autre chose qui s'est opéré. Ouais, ouais. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a juste là tout de suite, il y a quand même moi, une question, un truc qui m'interpelle, que je trouve un petit peu fou quand même, c'est que Homer, c'est votre premier enfant. Quand on s'apprête à devenir parent, en vrai, même si on se sent prêt, on sait jamais comment ça va se passer. On sait jamais. C'est hyper difficile de savoir comment nous, en tant que parents, on va se sentir, on va se comporter, comment sera l'enfant, si, enfin voilà, parce que tous les enfants ne naissent pas avec un sourire jusqu'aux oreilles, avec l'envie de parcourir la France. Donc, est-ce que vous aviez quand même des appréhensions, je sais pas, un plan B peut-être quand même avec ce projet, enfin le fait de commencer à prévoir ça avant même qu'Homer arrive dans votre vie. Comment vous aviez imaginé tout ça? On s'est pas posé trop de questions. C'était notre premier enfant. Enfin, c'est notre premier enfant. C'est vrai qu'on allait tout découvrir. Mais finalement, on, on avait tellement besoin de cette marche et on savait, on pressentait que ça nous ferait du bien. On pressentait que c'était ce dont on avait besoin à cet instant-là. Donc finalement, je pense qu'on s'est dit assez naturellement, si nous on va bien, euh, voilà, un bébé. Bon, surtout un tout petit un nourrisson. On est parti, Homer avait 3 mois. Un bébé, il a son papa, sa maman, de l'amour tous les jours. Bon, normalement, ça devrait le faire, quoi. À cet âge-là, Ouais. c'est gérable. Et non, on s'est vraiment pas posé trop de questions. Homer est venu au monde 2 semaines après qu'on ait pris la décision. Et c'est vrai qu'on a tout de suite eu confiance en lui. On s'est dit que ça allait être un bébé solide, ce qui veut rien dire, hein, mais ça, c'est des pures projections voilà. Mais je pense qu'on avait confiance en lui et peut-être aussi, surtout, on avait confiance en nous.
Ouais. C'est-à-dire qu'on savait aussi, on se connaissait, euh, et on savait qu'on n'allait pas faire n'importe quoi, qu'on serait beaucoup à l'écoute du petit. Mais non, on s'est pas posé tant de questions que ça. Et finalement, c'est peut-être la meilleure des solutions quand on s'engage un peu sur un projet un peu fou. J'aime pas trop finalement ce mot fou comme ça, mais parce que c'est comme si c'était irréfléchi. Mais voilà, c'est un peu hors norme, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Et du coup, comment vous avez préparé alors cette itinérance à travers la France? Déjà, j'ai plusieurs questions comme ça sur le sujet de la préparation. Au niveau de l'itinéraire, est-ce que vous saviez déjà à l'avance combien de kilomètres par jour vous alliez marcher? Est-ce que les étapes étaient toutes prédéfinies ou pas? J'imagine pas trop parce que vous avez dit tout à l'heure que la date de fin était pas très bien connue. On va dire qu'on avait un semblant de plan et d'itinéraire, mais en même temps, le plan est toujours établi pour ne pas être respecté. Donc, même si on savait à peu près où se situait la diagonale du vide en France, on s'est complètement réservé le droit de pas s'arrêter à tel ou tel village, même si c'est ça qu'on avait préétabli, dans le sens où, et on pourra y revenir plus tard, mais c'est un voyage, c'est un périple, une aventure au sein de laquelle on a fonctionné exclusivement à l'hospitalité. Et donc, il suffisait qu'un soir, chez des hôtes, on nous dise mais attendez, 10 kilomètres plus loin, moi, ma tante vit là-bas ou j'ai des amis là-bas. En fait, on déviait. On se laissait complètement aussi porter grâce à l'imprévu, grâce à la surprise, grâce à l'inattendu. Et on restait absolument pas figé sur un plan préétabli. Alors, pour revenir sur l'itinéraire, dans les grandes lignes, il a été fait pour, je dirais, respecter le confort d'Homer avant toute chose. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas comment il allait réagir. Évidemment, l'idée n'était pas de faire 50 kilomètres par jour. Ça n'aurait pas eu de sens du tout. Donc, on a mis en place des toutes petites étapes. Au bout du compte, la moyenne, je crois qu'elle est à peu près de 12 kilomètres par jour, mais on a commencé, voilà, tout doux, tout doux. Notre première étape, elle faisait 10 kilomètres. On s'est arrêté à Bulson, entre Sedan et Bulson, il y a 10 kilomètres. Donc, on a tout fait en fonction du confort d'Homer, mais aussi du mien, je dirais, dans le sens où j'avais pas eu d'activité physique, sportive depuis l'accouchement et on savait pas non plus comment j'allais réagir. Bien sûr. Donc voilà, au début c'était des toutes petites étapes qui étaient peut-être un petit peu timides, mais quand on se sentait de pousser un petit peu plus, eh bien on poussait un petit peu plus, mais on est franchement resté à la fois à l'écoute d'Homer et puis à la fois à notre écoute à nous-mêmes pour voir si on pouvait ou non avancer plus. Un des exemples pour montrer que tout a été fait aussi pour le confort d'Homer, c'est que quand les nourrissons n'ont que quelques mois, par exemple, leur système auditif, leurs oreilles ne sont pas suffisamment matures pour monter en altitude, et ce qui nous a, par exemple, obligés à contourner le massif central. Donc Ok. l'itinéraire a été créé pour eux. Et il me semble aussi que vous avez organisé du coup des rendez-vous médicaux pour lui, pour le suivi des premiers mois, les premières vaccinations, etc. Oui, ben ça aussi, ça fait partie de l'organisation. Quand même, on avait tracé l'itinéraire en essayant de suivre des sentiers de grande randonnée, des GR, pour avoir un Ouais, fil rouge quand même, et surtout essayer de passer à peu près toutes les semaines dans une ville moyenne pour être sûr d'avoir du ravitaillement, alors essentiellement en couche, hein, ouais. voilà, par exemple. Mais aussi, c'est vrai, cette question des vaccins qu'on doit euh, eh bien respecter sur une temporalité bien précise. Et donc, ça a été un des défis de cette petite aventure, ça a été d'être à l'endroit. On a pris, parce qu'on traversait en fait aussi des déserts médicaux, donc on a pris 2, 3 mois à l'avance des rendez-vous dans certaines localités
compenser et traverser. Et tout le défi a été aussi d'être à l'endroit convenu, à l'endroit du rendez-vous, à la date convenue. Donc ça c'était assez drôle. Et ça s'est bien fait, en fait. Ça s'est très Ouais. bien fait. Oui, c'est vrai qu'il fallait quand même si vous répondiez aux opportunités, aux rencontres, etc., il fallait quand même garder une certaine trajectoire, du coup, pour respecter ces rendez-vous, Oui. quoi. Ouais, Mhm. ouais, Les ouais. rendez-vous médicaux, oui, c'est vrai. Sur quel type de chemin avez-vous marché essentiellement? Alors, initialement, c'est vrai qu'on se disait, on va partir sur des sentiers de grande randonnée, c'est ce qu'on connaît, c'est vachement bien balisé. En France, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on avait oublié une petite chose, c'est qu'on partait plus tout seul, c'est Ouais. que on partait plus non plus totalement à pied, on était en fait en poussette, une énorme poussette qui est en fait une remorque à vélo mais adaptée pour la randonnée. Et cette énorme poussette, bon, c'est parfois un peu audacieux de la faire passer sur certains sentiers de randonnée. Donc en fait, et puis on a eu aussi sur 4 mois d'itinérance, on a eu 3 mois de flotte, 3 mois de pluie. Donc les sentiers parfois étaient vraiment très accidentés. Et bon, l'objectif c'est pas non plus de faire un rallye des cimes avec Homer. C'était quand même voilà, d'avoir disons une croisière relativement calme pour lui, hein, sur les routes de France. Donc on étudiait le soir la carte en fait sur voilà la topo du lendemain. Et puis si on sentait que ça allait être un peu trop accidenté ou si les sentiers étaient vraiment le géant nous est passé peut-être dans des chemins un peu trop euh, voilà accidentés, encombrés, on s'orientait plutôt vers des routes forestières, vers des parfois de l'asphalte, hein, enfin des routes asphaltées, des routes communales, ça dépend. Voilà. Enfin, encore une fois, l'objectif c'était pas de se mettre de nous mettre dans le dur, ni de suivre vraiment à la lettre le tracé des chemins. L'objectif quand même c'était de voilà d'avancer modestement, mais d'avancer tous les jours et d'être dans des conditions assez confortables pour Justine et pour Homer, sans que ce dernier ne passe non plus toute sa journée dans une poussette. C'était pas le but non plus. Et oui, parce que du coup, sur une moyenne de 12 kilomètres par jour, donc bon, j'imagine parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus, ça représente combien d'heures de marche, ça, sur une journée? Je dirais 3-4 heures, à peu Ouais, près. avec la Ok. pause TT. Avec Ouais. voilà, avec les pauses, avec la pause déjeuner. Donc, on marchait Oui. peut-être grosso modo 2 heures le matin et puis 2 heures l'après-midi. Ah ouais, ok. Donc ça laisse du temps pour faire autre chose, pour Oui. en effet profiter pour Homer, bon pas encore de gambader parce qu'il était vraiment tout petit. Du coup, comment ça s'organisait un petit peu? Qu'est-ce que vous faisiez en dehors du temps de marche? Alors, c'est là, je pense qu'on peut parler de l'hospitalité, puisqu'on a fonctionné donc pendant 4 mois, on a reposé sur l'hospitalité. Et tout simplement, on rencontrait les personnes qui allaient nous accueillir le soir même, Ok. parce que généralement, on arrivait sur le village d'étape d'arrivée en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, et là, on faisait connaissance avec nos hôtes, et ça donnait lieu à des discussions, à des conversations extrêmement passionnantes, extrêmement intéressantes, et on s'est vraiment nourri de ces échanges-là, pleinement humains. Donc pendant 4 heures, on faisait face à des paysages géographiques. Et puis dès qu'on arrivait chez nos hôtes, on découvrait les paysages humains. Ouais. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette aventure, c'est aussi accompagné d'un projet littéraire. Tous les soirs, avec Romain, on s'est donné à l'écriture, ou alors dès qu'on en avait le temps. Moi, ça pouvait être au moment des tétés, notamment. Dès que je nourrissais Homer, j'en profitais pour prendre des notes, pour écrire sur ce qu'on vivait, puisque ce qu'on vivait était si riche et tellement intense qu'on avait, je crois, ce besoin de déposer aussi les choses, de vider la coupe pleine avant qu'elle ne déborde Mhm. pour être de nouveau disponible à la remplir de nouveau.
Donc, mine de rien, c'était un quotidien quand même assez chargé, fait de marches, de lecture, d'écriture, mais aussi beaucoup d'écoute, puisqu'on a beaucoup écouté pendant ces 4 mois, et de discussions avec des personnes au profil extrêmement divers et variés qui nous ont beaucoup appris à la fois sur nous en tant que couple, sur nous en tant que parents et sur nous-mêmes. Et comment vous les rencontriez, ces personnes? Est-ce qu'on arrive dans un village et puis on toque à la porte et là on rencontre quelqu'un pour nous héberger ou comment ça se passe? Bah, là, c'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Ah Euh, oui, c'était pas le plan initial on avait pris, de. non, pas forcément. On avait pris une tente et on s'est dit on partait au printemps, 1er avril. Bon, on s'est dit, en plus, qu'on allait de Sedan vers Saint-Jean-Pied-de-Port, donc on allait même météorologiquement vers le mieux, Ouais. vers le beau. Et en fait, non, on a eu de la pluie jusqu'en Corrèze, donc c'était râpé. Et toujours est-il que quand même, on partait en se disant, mais on va camper un maximum. Enfin, on va faire que ça. Et en fait, non, pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça parce que en arrivant à Buxon, en fait, le village, notre première étape après Sedan, euh, le maire a été mis au courant de notre arrivée et puis tout de suite là, on a découvert euh, l'ampleur de l'hospitalité, la chaleur de l'hospitalité française qui ne nous a pas lâchés jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et en fait, voilà, ça s'est fait comme ça très naturellement. Au départ, le maire n'y croyait pas quand il nous a vu débarquer un 1er avril. En plus, il pensait que c'était un poisson. Voilà, enfin, bon, il dit, non, c'est pas vrai, c'est une blague. Ben non, non, on était là avec un bébé de 3 mois. Bon, mais et en fait, à partir de là, les premiers jours, c'est mis en place. Justine l'a un peu abordé une chaîne d'hospitalité, on pourrait dire, c'est-à-dire que les habitants nous renvoyaient chez un cousin, un ami dans le village suivant. Et donc comme ça, ben, on faisait des sauts de puce. Et puis après, en fait, ça nous a tellement nourris de rencontrer toutes ces personnes qu'on est un peu devenu accro et qu'on demandait finalement, quand on arrivait dans un village, au maire ou au curé, s'ils connaissaient pas une bonne âme, des gens de bien qui voudraient bien justement accueillir 2 vagabonds et un bébé le temps d'une nuit. Euh, et parce qu'on était parti de Paris très blessé par l'être humain, et je pense on avait aussi besoin de se réconcilier avec lui. Donc cette marche, ça a été aussi l'occasion d'une grande réconciliation avec notre prochain, qui nous a témoigné de beaucoup d'amour en fait pendant ces 4 mois de marche. Donc voilà comment ça s'est fait. Initialement un peu de hasard, on va dire. Et puis après, on a pu reposer finalement sur les mairies, les maires qui nous ont beaucoup aidés, les maires des communes rurales, et sur bah, les paroisses. Voilà. Et c'est très joli, je trouve, ce que tu dis. Et on parle souvent de l'hospitalité qu'on peut recevoir dans beaucoup de pays du monde. Et c'est vrai qu'on parle rarement de l'hospitalité des Français, de nos compatriotes. Et donc, c'est quand même très chouette aussi. Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça. Tout à fait. C'est vrai pour l'hospitalité et c'est aussi vrai pour l'aventure. Peut-être qu'on s'imagine que l'aventure se situe au bout du monde, qu'on a forcément besoin de prendre l'avion pour aller sur tel ou tel territoire. Et l'aventure est aussi très proche. Elle est aussi en France. Il n'y a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. On a vraiment ce sentiment-là d'avoir vécu une des plus belles aventures de notre vie sans forcément aller à l'autre bout du monde. Ouais, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, c'est la variété, la diversité, la richesse des terroirs français, des paysages français. Ne serait-ce que si on part de Sedan, si on part des Ardennes, en l'espace de quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, on passe donc des cuestas, des côtes d'Ardennes, donc un relief très accidenté, au massif de l'Argonne très boisé, plein de d'ossuaires de la Première Guerre mondiale, et puis d'un coup, on est au milieu de la Champagne avec l'horizon, enfin des champs à perte de vue.
Puis en progressant encore un peu, on arrive au bord du lac du Der, qui est finalement une mer intérieure. On se retrouve vraiment en plein milieu de la France, dans un climat continental, devant une étendue d'eau, mais bleue. Enfin, c'est magnifique. Et comme ça a été comme ça une succession on connaissait pas notre pays en fait. On connaissait pas, d'autant moins ces régions. Enfin, moi, je suis originaire d'Avignon, Justine et Bretonne, donc toute cette diagonale, on ne l'avait jamais Ouais. traversée. Et en fait, on a été émerveillé par aussi bien le granit du Morvan que le calcaire de la vallée de la Seine, que les briques des Ozes, que les collines vertes du Limousin. C'était vraiment un enchantement. Ça me ravit d'entendre ça parce que bon bah, nous on est de retour d'un tour du monde avec nos enfants là, on a passé un an sur les routes du monde et assez Oh. rapidement mon plus jeune fils a dit assez rapidement dans le voyage, ouais, il disait mais pourquoi on est parti au bout du monde, pourquoi on n'a pas fait un tour de France? Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de réponse à cette question, mais très clairement, il y a pas vraiment besoin de partir loin à tout prix pour s'émerveiller. Et d'ailleurs, bon, on l'entend souvent, d'ailleurs, on le dit avec beaucoup de chauvinisme et beaucoup de fierté, on vit dans le plus beau pays du monde. Alors pourquoi ne pas en profiter plus? Non, c'est vrai. Et C'est du coup, vrai, c'est c'est un beau vrai. pays avec des gens accueillants. Très accueillant, oui. Oui, vraiment extrêmement hospitalier. Est-ce que il y a certaines étapes où vous êtes resté plus longtemps ou est-ce que vous avez marché tous les jours? Alors, on a marché tous les jours. C'est vrai qu'on est parti, on n'avait pas forcément de règles. Mais il y en avait une qu'on a quand même un petit peu suivie tous les jours, c'était celle d'avancer tous les jours. On ne souhaitait pas euh, abuser non plus de la générosité de nos hôtes qui nous aidaient le temps d'une nuit. On est toujours reparti le lendemain pour avancer, donc on n'est jamais resté 2 nuits de suite au même endroit. On n'a jamais pris de journée de pause non plus. On a toujours avancé continuellement, tous les jours. Ce qui fait aussi que les autres qu'on rencontrait durant une nuit euh, étaient très disponibles, très ouverts à la discussion et les échanges ont été d'une rare intensité du fait, on le pense, de cette unique et seule nuit passée au sein de leur foyer. C'est ça, je pense, qui provoquait l'intensité des échanges, l'intensité des confessions, l'intensité du témoignage, parce que justement, on savait que cet échange allait prendre fin et il allait prendre fin le lendemain matin. Oui, 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 ça, je suis assez convaincue de ça aussi, ouais. On va plus facilement se livrer déjà à des inconnus qu'on ne va pas être amené spécialement à revoir. Et en effet, s'il y a qu'un seul moment, et ben, c'est celui-ci qu'il faut saisir, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Est-ce que alors, t'as dit un petit mot là qui m'a fait tiquer. Je me dis, j'avais pas prévu la question dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas pris de pause. Donc c'est ce petit mot-là là qui me fait penser quand même à la fatigue potentielle que vous avez pu accumuler quand même sur ces 4 mois parce que vous marchiez tous les jours. Parce que vous étiez jeune parent, on reviendra un petit peu aussi sur Omer, comment il s'est adapté à tout ça, mais c'est pas forcément facile et c'est pas toujours les meilleures nuits de sa vie, les premières qu'on passe avec son bébé. Et le fait de rencontrer toujours quelqu'un, d'être toujours en phase d'écoute, peut-être de répéter aussi 1 million de fois votre projet, etc. Tout ça, ça génère aussi de la fatigue, quoi, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue mentale. Comment vous avez géré votre fatigue? Je pense qu'on était déjà très décidés au départ de Sedan. On s'est fait une promesse, hein, à la porte des Princes du château de Sedan, c'est d'arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port et de pas s'arrêter.
Voilà, on s'était promis ça et qu'importe en fait la pluie. Bon, alors sauf fracture ouverte du tibia péroné ou si vraiment Omer ça n'allait pas, mais si tout allait bien, euh, non, on était porté. Je pense qu'on a eu beaucoup d'adrénaline. Justine pourra en parler et enfin voilà, je pense que elle était pour le coup sous hormones peut-être. C'est possible, hein. Mais, mais voilà, on avait beaucoup d'adrénaline. Enfin, comment dire, tous les jours, c'était un recommencement. C'était la promesse de nouveautés, de nouveaux paysages, de nouvelles rencontres. Donc, en fait, on se levait et puis on se disait, ben allez, on y va. Enfin, on savait pas l'inconnu. Tous les jours, c'était l'inconnu. C'était chez qui on allait tomber, comment on allait être traité, euh, qui on allait rencontrer, quelle histoire on allait entendre. Et tout ça, ça nous importait beaucoup. Donc, on était très contents, je pense, voilà, de s'ouvrir à l'inconnu tous les jours. Et ça a été un profond moteur. Le moteur aussi, ça a été Homer, hein, voilà, de profiter avec lui de ces instants de découverte de la nature, de découverte de notre pays. Euh, je crois qu'on n'a pas eu le temps pour la lassitude. Alors forcément, au bout de 3 mois de pluie, on se dit quand même, il pourrait faire autre chose comme temps, quand même. Mais il y a toujours ce petit, quand le à quoi bon menace de venir nous toquer à la porte de notre esprit, il y a toujours eu ce petit imprévu. Je pense notamment une nuit, on était au Lonzac, c'est une petite commune de Corrèze, je crois, le Lonzac, on était en Corrèze. Et en fait, c'est là vraiment, on était à mi-juin, on sortait d'un orage, mais encore une fois terrible. On tombe sur des personnes qui tiennent un centre équestre et qui acceptent de nous laisser dormir dans le centre équestre en question. Donc, ce qui était très bien parce que finalement, l'odeur des chevaux masquait notre propre puanteur. Donc, on a pu dormir au sec dans le centre équestre. Et là, quand même, on se dit, donc, on se réveille le matin, on était encore humide de la veille, puis là, on voit que, pour changer, il Il pleut. repleut encore, voilà. Et là, on se dit, bon, quand même, ça va un moment. Et puis là, d'un coup, une monitrice arrive, bah, venez, on va dans le manège et on fait un galop. Bah, là, voilà. Enfin, là, on se dit, c'est bon, c'est parti. Enfin, petite séance d'équitation complètement impromptue, inattendue. Et là, on est reparti pour 18 bornes, en fait. Enfin, là, on oublie la pluie, on oublie tout, on oublie. Non, non, il n'y a pas de. Et puis, si c'est trop simple, c'est pas une aventure. C'est des vacances. Et là, on était pas. C'est drôle ça parce que moi j'ai répété ça pendant 1 an. On Voilà. n'était pas Voilà. parti en vacances, on était parti en voyage. Ouais, C'est vraiment exactement. Bah différent. oui, oui. C'est pas pareil. Il y a une C'est pas vraie pareil. différence. Il y a une Oui. vraie différence. Et est-ce que vous pensez que le fait d'écrire tous les jours, ça vous a permis aussi, du coup, tu l'as un petit peu évoqué, Justine, tout à l'heure quand même, de digérer un peu tout ce que vous viviez, toutes les personnes que vous rencontriez, enfin toutes ces expériences, et puis que ça permettait, quelque part, une fois que c'était écrit, de s'ouvrir du coup à la journée du lendemain aux nouvelles personnes et Oui, oui, c'est vrai. Je, je, je crois profondément en ce que tu viens de dire. Le fait de déposer les choses par écrit nous permettait d'aborder la journée d'après. C'est encore une fois comme si la coupe super pleine se vide. Via l'encre, on dépose des choses sur le papier buvard qui prend bien tout ce qu'on a besoin de digérer. Tout est déposé et on est prêt, disponible, disposé à affronter la journée du lendemain. Et ça a été parce que c'est vrai, les échanges étaient quand même extrêmement intenses. Euh, du fait que l'hospitalité ne durait qu'une nuit, ça donne lieu à des échanges avec voilà, la substantifique moelle de ce qui a été le plus important dans la vie de nos hôtes. Donc, on a entendu des choses qui nous ont même fait nous interroger, peut-être parfois relativiser aussi ce qu'on avait vécu, parce que en rentrant dans le foyer des personnes, ils nous partagent ce qu'ils veulent bien nous partager d'ailleurs. Il peut s'agir de joie, de moments de gaieté, mais aussi parfois de peine, il peut s'agir de drame. Et on était les réceptacles finalement de tout ça.
Et donc, le fait de d'écrire et de se détacher quelque part de ce qu'on avait pu entendre ou vivre le jour même nous a aidé à mieux digérer les choses. Et puis, euh, je pense que ça, c'est une autre chose, mais on n'a absolument pas confiance en notre mémoire avec Romain. Donc, il était plus que nécessaire d'écrire tous les jours parce que on s'en rend pas compte, mais on oublie vite. Ouais. Et il s'agissait vraiment de capturer, comme avec un filet à papillon, capturer chaque idée qui nous passait par la tête, chaque moment, on le déposait par écrit pour pouvoir s'en souvenir. Et vous écriviez tous les deux chacun de votre côté? Oui, tout à Ouais. fait. En fait, l'idée de faire un livre de cette aventure était déjà présente avant le départ. Comment vous avez travaillé ensuite pour, avec toutes ces notes? Comment on fait pour ensuite en faire un récit? En fait, D'ailleurs, c'est peut-être pas un récit qui va sortir c'est une autre bientôt. aventure, ça, justement. C'est une autre Ouais, aventure. C'est l'aventure qui a suivi l'aventure. Non, non, c'est vrai qu'on est parti, on a toujours aimé, enfin, on aime beaucoup lire, écrire, marcher. Et voilà, on a essayé vraiment de faire de cette itinérance un moment voilà, où on pouvait faire les trois à la fois. Donc, et puis on partait avec beaucoup de questions, on partait avec beaucoup de réflexions et voilà, on avait vraiment envie d'écrire quelque chose. Et donc on a pris, en effet, tous les jours, on prenait des notes. Et de ces notes, eh bien, avec le travail d'un éditeur, on a eu la chance de recevoir la confiance d'un éditeur, euh, qui, voilà, sa confiance et ses conseils aussi. On a travaillé de longs mois avec lui. Donc, notre éditeur, ce sont les éditions Transboréales, qui a cru en nous, qui a cru en notre histoire et qui nous a aidé à faire justement de ce carnet de nos carnets de route, un récit. Alors, un récit de voyage à travers la France, mais aussi et surtout un récit de vie, un récit de guérison et voilà, comment en fait le mouvement géographique, euh, le mouvement dans les paysages humains dont parlait Justine, le mouvement dans les paysages de la France a accompagné finalement un cheminement intellectuel, en tout cas un cheminement, voilà, toutes ces Intérieur. questions, voilà, intérieures, hein, toutes ces questions qu'on pouvait se poser, eh bien, on en a trouvé certaines réponses en marchant. Et ça, c'est ce qu'on a pu donc mettre par écrit en étant accompagné, encore une fois, par un éditeur qui nous a beaucoup aidé pour un livre finalement qui s'intitule Une famille en chemin et qui va sortir tout prochainement, là, en ce début d'automne. et on a hâte de le lire déjà. Est-ce que ces 4 mois de marche, là tu as évoqué la guérison, est-ce que ces 4 mois de marche vous ont réconcilié vraiment profondément avec votre prochain, avec l'humain? Complètement. Et il nous est apparu des choses a posteriori, je dirais, qu'on n'a pas complètement réalisées sur le coup. On est parti de Sedan, on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et quand est venu le temps de l'analyse, parce que quand on avançait, on avait la tête dans le guidon et pas forcément cette hauteur de vue qu'on peut aussi avoir au moment de retravailler un texte et d'écrire un Oui, bien récit. sûr. Et là, il nous est apparu, donc vraiment, on est lent à la détente, hein, mais il nous est apparu au moment de la rédaction que depuis Sedan, donc depuis notre première étape, on était sous perfusion d'amour. Et que tous les soirs, on recevait énormément d'amour de la part de notre prochain. Et que malgré la diversité des profils qu'on a pu rencontrer, et ben, s'il y avait au moins un point commun entre tous les foyers dans lesquels on a pu rester une nuit, et ben, c'était bien ce petit pansement qui était déposé sur nos blessures et sur notre âme chaque soir avec cette ouverture d'esprit, cette ouverture d'une porte, mais qui mène aussi à l'ouverture d'un foyer et donc à l'altruisme, à la générosité, à la gentillesse et à l'amour. Et, hum, et ça a été vraiment un fil rouge
mais qui ne nous est pas apparu immédiatement. Mm. Alors, quand est venu le temps du recul, je pense que oui, on s'est dit que on avait guéri, qu'on avait complètement été guéri par l'homme qu'on a rencontré. Alors c'est l'homme qui nous avait un petit peu mis à terre 4 mois plus tôt, mais c'est aussi l'homme qui nous a permis de nous relever. Et ça a été extrêmement, je dirais, initiatique dans Ouais, notre, dans, pour nous en fait, dans notre histoire. ouais, ouais. Et Omer, comment il a vécu tout ça, lui? Je pense qu'il essaie de nous le dire, mais on comprend pas encore. Mais non, non, ça, on a eu beaucoup de chance. On est vraiment reconnaissant pour ça aussi. On a eu beaucoup de chance que tout se passe assez bien, qu'il n'y ait pas d'otite ou de je ne sais quoi. Enfin, il y a vraiment tout s'est très très bien passé. Bon, encore une fois, il faut dire qu'on a vraiment tout fait pour qu'il soit bien. Il était dans une poussette absolument protégée des éléments. Euh, il était très bien équipé aussi. Donc il n'y avait pas de problème. On a aussi, voilà, encore une fois, les Français nous ont beaucoup aidés, hein. Quand il tombait des trompes d'eau, il y a toujours une porte qui s'est ouverte, même dans le plus reculé des hameaux du Morvan, pour que Justine puisse allaiter à la chaleur du poêle. Donc voilà, non, non, ça s'est très bien passé. Alors ce qu'il en tire, je ne sais pas ce qu'il en Il est tirera, très mais en sociable. tout cas voilà, il est très sociable. Il est très très sociable, ça c'est clair. Et, euh, et et il aime beaucoup être dehors. Bon, ça, je pense que tous les petits garçons, tous les petits enfants en général aiment bien être dehors. Mais non, non, ça s'est très bien passé. Et en fait, on a tellement aimé ça qu'on est reparti en avril 2025 faire une autre traversée, cette fois-ci du Caucase, donc Géorgie, Arménie, à pied pendant un mois, un bon mois de marche. Ah oui. Euh, et, et alors là, c'est vrai que à 1 an et demi, quand ça commence à marcher, c'est un peu plus sport. Donc finalement, si on doit traverser un pays à pied avec un bébé, il faut le faire quand il y a 3 mois, parce que au moins c'est facile de le surveiller. Mais non, non, c'était non, non. Plus sérieusement, on a eu beaucoup de chance. Tout s'est très bien passé. Et ce qui a été fantastique aussi, c'est que très petit, Omer, il a rencontré des octogénaires, des nonagénaires, des personnes âgées qui, pour certaines, n'avaient pas tenu un bébé dans leurs bras depuis des années. Donc, ça donnait lieu à des moments très émouvants entre ces personnes et Omer. Oui, parce que justement, dans cette diagonale du vide, voilà, le nom vient aussi du fait que ce sont des territoires vraiment marqués, des terroirs marqués par une démographie vacillante, où voilà, on voit des villages, des hameaux qui se vident, des écoles qui ferment parfois. Et pour certaines personnes, c'est vrai que voilà, alors voir une famille à pied débarquer avec une poussette, c'était ouais, c'était quelque chose de fort, c'était quelque chose de fort. Et puis des grands-mères, des grands-pères, dont les enfants, dont les petits-enfants vivaient loin, vivaient très loin maintenant, étaient super heureux de passer un moment Une toute petite vie. voilà, avec une toute petite vie. Oui. Ouais, c'est très joli. Vraiment très très joli. Au-delà de la pluie, quand même, j'ai bien compris que ça avait été compliqué. Est-ce qu'il y a eu des aspects un peu difficiles à gérer au quotidien ou alors des galères ponctuelles? Honnêtement, pas forcément. Je pense que tu peux raconter, Il y a ouais, eu ouais, Brassy. on est parti, enfin, mais ça, on le doit uniquement à notre propre légèreté, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait traverser la France à pied avec une poussette, donc avec qui a des roues et des pneus, mais sans prendre aucune chambre à air de rechange, sans rustine ni rien. On s'est dit, mais oui, mais ça allait faire 1500, 1600 bornes sans, voilà, ça allait faire. Et forcément, quand on a crevé, c'était un dimanche en plein Morvan, au milieu de nulle part. Et alors là, on s'est dit, mince, c'est vrai qu'on est bête. Enfin, on n'a pas pensé à ça, quoi. Mais c'est là que quand même, c'est assez fou l'aventure, c'est qu'il y a quand même, le pire n'est jamais certain. Et en fait, c'est vrai que moi, Justine
on voit toujours le verre à moitié plein. Moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Alors moi, je commence à pester, je me dis, mais purée, on est un dimanche en plein Morvan, mais où on va trouver une chambre à air en 20 pouces? Mais c'est horrible, ça va pas le faire. Je me suis dit, non, non, mais ça va le faire, ça va le faire. Bon, oui, mais bon, d'accord, mais bon, soit. Et en fait, on arrive dans un village qui s'appelle Brassy, et c'était la Bracyclette. C'est la fête du vélo. Donc, il y avait 600 cyclistes. Et nous, on arrive, ils nous ont vus avec notre poussette qui était complètement dégonflée. Donc, tous les cyclistes sont venus avec chambre à air, rustine. On a dû les repousser tellement qu'ils nous sont tombés dessus comme une horde voilà, ils voulaient absolument nous aider. Et donc, non, mais je rigole, mais c'était, voilà, on s'est dit, ah ouais, quand même, enfin, tout s'arrange, en fait. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Il y a un autre moment un peu, je vais être très court, mais c'est vrai que les cartes, on s'appuyait beaucoup sur les cartes IGN. Et à un moment donné, on est à côté de Pargny-sur-Saulx, je crois que c'est dans la Marne. On doit traverser une parcelle de forêt et la veille, la parcelle de forêt a subi une coupe rase. Donc il faut imaginer que la parcelle, en fait, il y a des arbres par terre, partout. Donc il y a des troncs, c'est un champ de bataille, on peut plus passer. Et là, nous, on est au milieu de ça avec notre poussette, Omer, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'un transporteur sylvestre arrive, mais un véhicule, j'avais jamais vu ça. Un véhicule sorti je ne sais où, mais monstrueux. Et je sais plus comment s'appelle le conducteur, il nous voit, mais minuscule au pied de son énorme carlingue. Là, bah, suivez-moi, je vous trace un sillon. Et avec son énorme véhicule, il a tracé au milieu des cadavres d'arbres, des troncs, des ornières, ben, un chemin pour notre poussette et Omer et nous. Enfin voilà, il y a toujours quand même ce petit truc qui fait qu'on s'en sort dans l'aventure. C'est ça qui est agréable. Enfin, Et addictif. ouais. Ouais. Non, mais c'est aussi, je trouve, une belle leçon de vie parce que quand on voyage, on s'en rend compte en fait, parce qu'on peut pas absolument tout anticiper. Et, euh, et finalement, il y a quand même toujours des solutions. Et il y a pas beaucoup, je trouve, de circonstances dans la vie où on peut s'en rendre compte. Hmm. Et donc voilà, oui, je trouve que c'est une belle leçon. Puis c'est à retenir, il faut garder confiance, quoi. Bon, Exactement. j'avoue que la fête du vélo, là, ça tombait à point nommé quand même. Ça, j'y croyais pas. Enfin, bref. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes retourné dans une vie professionnelle frénétique? Aujourd'hui, tu parlais Romain tout à l'heure du Caucase. C'est vrai qu'on aimerait aussi accompagner cette aventure une autre aventure éditoriale et littéraire. Donc là, ces derniers temps, on était beaucoup sur la rédaction du manuscrit. Et puis, dans 2 petites semaines, ou la semaine prochaine pour toi, on va commencer des nouvelles formations. Ou, bon, je vais parler pour moi et toi, Romain, tu pourras compléter. Moi, je vais me lancer dans une formation de thanatopraxie, donc Ok. qui est la discipline, je dirais, qui vise à donner des soins de conservation au corps des défunts. Et ça, je vais le commencer, voilà, dans 2 semaines. Et puis toi, Romain, Et ben, moi, dès lundi, j'attaque une formation pour devenir artisan boucher, en fait. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on s'est installé à peut-être 30, 40 kilomètres de Saint-Jean-Pied-de-Port, de notre lieu d'arrivée finalement, puisqu'on est maintenant dans le Pays Basque, et alors, pour quelques temps. Mais en effet, les mois, Justine a employé le terme de frénésie. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port le 1er août 2024, on n'a pas eu l'impression de s'arrêter entre l'écriture donc de notre ouvrage, puis d'autres aventures, parce qu'on a été vraiment, voilà, on a pris le virus, je pense, de l'aventure justement, et, euh, et finalement ces reconversions-là interviennent aussi à un moment où c'est peut-être euh, la conclusion des réflexions qu'on a pu avoir en route, voilà, qui nous conduisent à nous orienter aujourd'hui vers ces métiers euh, en ayant toujours en tête notre soif d'aventure et notre amour pour l'écriture. Donc, et puis Homer qui fait son entrée à la crèche aussi. Donc voilà, ce sont de nouvelles étapes pour toute la famille.
Et voilà, en ayant compris, si on a pu tirer peut-être une leçon de ces quelques mois de marche, que la vie est une succession de chapitres. Donc voilà, on ouvre maintenant un nouveau. Et quel chapitre, j'ai envie de dire, parce que ça n'a rien à voir avec votre vie d'avant, quoi. Non, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais on a vu de métiers manuels, des vocations manuelles, et, et je pense qu'on était aussi à la recherche d'une vie plus simple. Alors quand je dis simple, j'entends pas simpliste, hein, parce que c'est pas non plus des métiers faciles, mais simple dans le sens qui répond à la simplicité. Un boucher, tout le monde voit ce que c'est. Ça veut pas dire que c'est facile, mais tout le monde voit ce que c'est. Et on avait à cœur, je pense, d'épouser cette vie plus simple, plus essentielle. Et est-ce que vous avez d'autres envies, d'autres projets, un peu de nouvelles marches, de nouvelles itinérances? Oui. Alors, on en a une, enfin, on en a plusieurs, mais disons qu'on essaie de se projeter un petit peu dans l'une d'entre elles, qui se ferait sans Homer et qui serait en fait une traversée du fleuve Amour. Alors, il faut savoir que Romain et moi, on va fêter bientôt nos 10 ans de vie commune et on aimerait pour cela s'offrir une lune de miel où chacun de nous, posé aux extrémités du fleuve Amour, marcherait l'un vers l'autre en questionnant son amour pour l'autre. Et Et puis, en essayant éventuellement de se retrouver au milieu à un moment donné. Vous allez quand même Euh, essayer de marcher sur l'eau. voilà, Ouais, c'est ça. alors ça, On s'entraîne très fort. Justine, voilà, qui voit toujours les choses positivement, essaiera si elle veut. Mais non, non, c'est c'est un très grand fleuve de plusieurs milliers de kilomètres qui forme une partie de la frontière entre la Chine et la Russie. Donc, ça serait un très beau défi physique déjà. Et c'est vrai que ça serait l'occasion voilà, de cheminer encore une fois aussi intérieurement et d'avoir le luxe de passer une lune de miel séparément. Voilà. Et c'est un fleuve qui est très tortueux, qui a beaucoup de lacets. Et moi, je trouve que ça représente bien aussi la vie de couple. C'est-à-dire, rien n'est linéaire. Le fleuve avance, mais on passe par différentes phases avec des joies, des peines, les vicissitudes finalement qui nous tombent sans cesse dessus, dans lesquelles on doit louvoyer. Et je trouve que c'est une très belle image pour questionner la vie de couple et peut-être, pourquoi pas, en tirer aussi un autre essai, un autre récit. Ouais, vraiment, vous êtes surprenant, hein. Mais en tout cas, c'est très très joli, vraiment. Vous êtes surprenant, vous êtes très poétique aussi, je trouve. C'était un régal de vous entendre. Mille merci de m'avoir accordé ce moment. Merci à toi de Merci m'avoir accordé infiniment, Floriane. cette à ton antenne. Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. À À bientôt. bientôt, Floriane. C'est déjà la fin de ce premier épisode. J'ai vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer Justine et Romain pour reprendre le chemin des interviews pour parents voyageurs. Ça faisait plus d'1 an que je n'en avais pas fait. Et je dois dire que ces deux-là m'ont donné le sourire du début à la fin. J'espère que c'était le cas pour vous aussi quand vous les avez écoutés. Pour poursuivre le voyage avec Justine et Romain, je vous invite à vous procurer leur livre qui va sortir donc en ce début d'automne 2025, qui va s'intituler Une famille en chemin aux éditions Transboréal. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et je vous retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux invités. À la prochaine!